Bonjour, le Bitcoin a marqué un nouveau plus haut. Mais mis à part ça, il est toujours dans une phase de consolidation. Faut-il s'attendre à un gros pump ou à une correction? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Allez, plus que 30 abonnés, on est aux 5000 abonnés. Et comme ça, il y aura un petit giveaway, 2 fois 50 $ à gagner en crypto. Alors n'hésitez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment. Ensuite, pour ceux qui voudraient participer plus activement au développement de la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation sous chaque vidéo. Et également, cliquez ici et faire un petit don de directement 2, 5, 10 ou 50 €. Voilà, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un petit tour sur le Total Market Cap 2, donc excluant le Bitcoin. On ira voir aussi également la Bitcoin dominance. Et ensuite, on s'intéressera bien entendu à l'analyse court terme du Bitcoin et à un graphique que j'aimerais bien vous partager. Voilà, sans plus attendre, on se dirige tout de suite vers la map. Une map plutôt verte, je dirais légèrement... Les bulls dominent légèrement, mais on a quand même pas mal de rouge. On a un gros gagnant, hein, X bien sûr, mais globalement, ça consolide. Voilà, comme le Bitcoin consolide, les altcoins, ils consolident, ils se cherchent. Globalement, l'entièreté du marché est en attente. Est en attente de quoi? De savoir si on va avoir un gros pump ou une correction, tout simplement. Donc, tout est un peu stable, ça monte de 2-3%, ça descend de 3-4%, etc., etc. On a un peu de vert, un peu de rouge, bien entendu. Toujours quand c'est comme ça, on a un ou deux coins qu'en font qu'à leur tête, hein, notamment lui par exemple qui a fait un plus 33%. Mais globalement, c'est stable. Le CryptoFear, il est toujours dans la zone de la mort qui tue, c'est-à-dire les 75, entre les 70 et les 80. Voilà, donc en attente, toujours, c'est la zone d'attente. C'est la zone d'attente et on attend de savoir si on va casser les 80 et donc avoir une belle jambe haussière ou casser les 70 et avoir une correction tout simplement. Je vous rappelle, ici, dans cette phase-là, donc août-septembre, avant d'avoir la correction, eh bien, on a stagné entre 70 et 80, vous voyez, et ensuite, on a cassé les 70 et on est parti direct en correction, ce qui correspond à cette correction là. Ensuite, ici, pareil, toute cette phase là, vous voyez, mars-avril, on a aussi plus ou moins stagné entre les 70 et les 80. Et on n'a jamais réussi à dépasser les 80. Et une fois qu'on a bien cassé les 70, eh bien, on a eu cette grosse correction là. Donc, à nouveau, on se trouve maintenant dans une zone où on est en attente entre les 70 et les 80. On n'arrive pas à dépasser les 79, donc à repasser au-dessus des 80. Et on attend. Est-ce qu'on va passer les 80 et on va avoir une belle jambe haussière? Parce que du coup, on sera comme par ici et comme par là, entre 80 et 95. Alors, je vous rappelle sur le graphique, c'est pas le bon graphique, ça nous donne cette période-là, donc cette méga jambe haussière, et cette période-là, donc cette petite jambe haussière. C'est ce qu'on veut. Dans ces deux périodes, on était entre 80 et 95. Donc voilà pourquoi on veut s'extirper vers le haut pour avoir, comme ici et comme ici, une nouvelle belle jambe haussière. Et non pas redescendre en dessous 70 et faire comme ici ou comme ici une belle correction. Voilà, ça c'est pour le CryptoFear. On va pouvoir passer maintenant au Total Market Cap numéro 2. Donc c'est l'ensemble des crypto-monnaies, excepté le Bitcoin. C'est-à-dire le Bitcoin n'est pas pris en compte dedans. Donc c'est l'ensemble des altcoins, si vous voulez. Donc on peut voir plusieurs choses. Déjà, on a une trendline baissière qui prend en compte le sommet du mois de mai, le dernier sommet qu'on a eu au mois de septembre, avant la correction, et là, on la travaille, vous voyez, on a multiples touchettes dessus. Donc trendline baissière. Ensuite, on peut voir qu'on a une petite trendline haussière. Donc globalement,
ça nous donne même à court terme un petit triangle ascendant. Théoriquement, c'est une figure bullish. Voilà. Donc, tout retour dessus, c'est-à-dire ce sera un bon niveau d'achat pour les altcoins. Voilà. Si on casse à la hausse, bien entendu, on casserait la trendline baissière qui se tient depuis le mois de mai. Donc, ce sera également un beau signal d'achat. Attention au fake out. Hein. On parle en clôture, il peut y avoir toujours des petites mèches au-dessus. Ça nous validerait également, si on cassait cette trendline baissière, deux autres choses. Une sorte, vous voyez, d'épaule, tête-épaule, pas parfaite, mais globalement, on s'en fout. C'est à peu près, on a une sorte d'épaule, une tête où on va plus bas, et une épaule. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir une figure parfaite. C'est l'idée qui compte. Voilà, c'est la psychologie qui compte. Donc, un mouvement baissier plus important, un autre mouvement baissier où on reteste le premier, et ensuite une ligne de coup. Quand on casse cette ligne de coup, eh bien, théoriquement, après, il faudrait reporter la cassure ici. Bon, après, il y en a qui le font. Moi, je vois pas l'intérêt de mettre... parce que c'est le total market cap. Donc, du coup, ça nous donnerait pas les niveaux pour chaque crypto. Ça nous donnerait un niveau global. Effectivement, quand on y arriverait dans cette target, du coup, il faudrait faire attention. Donc, environ au... peut-être même un peu plus haut. Ouais, environ presque au 1,77, 1,80. Disons que si on veut arrondir et mettre un chiffre psychologique, quand on arriverait à... je sais même pas ce que ça représente, 1,8 milliard ou 1800 milliards. Enfin bref, vous avez compris. Quand on arrivera là, il faudra être très prudent parce que ce sera la target de la petite épaule, tête épaule. Mais bref, c'est pas trop important. Vaut mieux prendre les altcoins un par un pour les targets. Donc, ce sera bullish, effectivement, si on casse tout ça. En plus, on casserait également, donc on a vu qu'on casserait la trendline baissière, la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, mais également, si je vous mets un Fibo, vous pourrez voir qu'on se trouve exactement dans le même cas de figure que le Bitcoin. Alors là, du coup, on va zoomer un peu. Vous voyez, on est sur le Fibo 0,90. Voilà, vous voyez, là, c'est là ce qu'on s'est fait rejeter. Toutes les petites mèches là, on s'est fait rejeter du Fibo 0,90. Et vous savez que le Fibo 0,90, c'est le dernier Fibo important de retracement. À ce niveau-là, ça veut dire qu'on pourrait être potentiellement, si on faisait rejeter, dans une flat, donc dans une ABC corrective, et la target d'une flat, c'est justement les 0,90, donc tant qu'on est en dessous ou au niveau des 0,90, on pourrait être dans ce scénario-là, voilà, mais une fois qu'on aura cassé avec des belles clôtures les 0,90, ce scénario-là, on l'efface, et du coup, on est potentiellement dans le scénario haussier. Surtout qu'on aura cassé, comme je vous ai dit, en même temps que les 0,90, la trendline baissière et la ligne de coup de l'épaule tête-épaule. Voilà. Pour valider cette cassure et pour pas se prendre un fake out dans la tête, on attendra également qu'on casse la trendline baissière sur le RSI. Vous voyez, on a une trendline baissière sur le RSI qui dure à peu près depuis le mois d'août. Et donc, il faut casser cette trendline. Surtout que, regardez, ici, on a un plus haut. Là, on a un léger plus bas, alors qu'on fait clairement un plus haut. Et là, on fait une sorte de double top, mais on a encore un plus bas. Donc, on est sous le coup de divergence baissière. Voilà, donc bien entendu, c'est pas validé. Pour valider, il faudrait casser ce niveau-là. Mais voilà, donc à l'heure actuelle des choses, ce n'est pas bullish. Ce n'est pas bullish. Pourquoi? On est sous une, on peut dire, triple résistance. On a une divergence baissière et on est sur les 0,90. Voilà. Donc, est-ce que c'est bearish pour autant? C'est pas non plus bearish pour autant parce qu'on a quand même une figure en épaule tête-épaule qui est techniquement une figure de retournement qui est plutôt bullish. On a une trendline haussière court terme qui est pour l'instant maintenue. Je dirais que ce sera bearish à partir du moment où on cassera peut-être cette trendline haussière. Donc on cassera environ le niveau des 1,26, 1,27. Et là, ça pourra commencer à être dangereux. Mais tant qu'on tient cette trendline baissière, haussière, on pourrait rechuter un peu, venir s'appuyer avant de casser par le haut. Voilà. Mais voilà, donc c'est plutôt neutre, mais c'est pas le moment de faire des achats. Beaucoup de monde m'ont demandé, est-ce que c'est le moment d'acheter des altcoins? Est-ce que vous voulez acheter sous une triple résistance? Moi, personnellement, non. Plus résistance du RSI. Donc ça fait quadruple résistance. C'est pas le bon moment. On n'achète pas sous une résistance. On achète sur un support. Donc si on descend là, ou quand on casse une résistance. Donc si on casse avec clôture, avec une ou deux belles clôtures daily, en plus qu'on
qu'on confirme avec la cassure de la trendline sur le RSI, là, vous pourrez commencer à vous positionner sur les altcoins. Voilà, donc là, c'était pour la partie altcoin. Maintenant, donc ça va un peu avec, c'est la Bitcoin dominance. Parce que je vois en ce moment tourner des choses un peu tout et n'importe quoi sur la BTC dominance. Donc, on va remettre les choses au clair. Donc, il y a deux possibilités sur la Bitcoin dominance. Soit elle descend, ça veut dire que le Bitcoin, il perd de la valeur par rapport aux altcoins, soit elle monte, c'est-à-dire que le Bitcoin, il prend de la valeur par rapport aux altcoins. Voilà. Donc, quand la Bitcoin dominance descend, il faut savoir que c'est bullish pour le marché. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le Bitcoin, il perd de la valeur par rapport aux altcoins. Et comme vous le savez, en cas de grosse chute ou de grosse correction du Bitcoin, les alts, ils suivent forcément. Alors, il y a toujours un ou deux qui ont fait casse à tête, mais 90% des altcoins, ils vont suivre et ils vont même prendre beaucoup plus cher. Le Bitcoin, il va perdre 10%, les altcoins, ils vont perdre 15, 20, voire 30%. Donc, quand on a une Bitcoin dominance qui chute, ça veut dire que les altcoins sont très bullish, on est forcément dans un mouvement haussier. Par exemple, ici, vous voyez, du mois de décembre 2020 au mois de mai 2021, hop, décembre 2020 jusqu'au mois de mai, vous voyez bien qu'on était dans un gros mouvement haussier. Seulement, le Bitcoin, il a fait un gros mouvement haussier, mais les altcoins, ils ont surperformé le Bitcoin, c'est-à-dire ils ont pump 2 fois plus fort. C'est pour ça que la Bitcoin dominance descend. Voilà. Toute la première partie, le Bitcoin, il est parti un peu tout seul, mais ensuite, à partir de là, après cette petite consolidation au mois de novembre, vous voyez, comme je vous ai toujours dit, en général, souvent en début de tendance haussière, le Bitcoin, il part tout seul. Ensuite, à première consolidation, et bien là, les altcoins, ils vont commencer à pump, mais ils vont pump sévère. Et du coup, la Bitcoin dominance, eh bien, elle chute. Mais le marché global est haussier. Voilà. Donc, ça, c'est la première possibilité. Donc, dans cette possibilité, il y en a deux. Soit on est en début de tendance, comme je viens de vous montrer, et on a une consolidation, et du coup, ça pump. Soit on peut être également en fin de tendance, sur un rebond. Mais on ne sera jamais dans une chute, parce qu'en ce moment j'entends des gens qui disent « Oui, alors quand le Bitcoin va commencer à chuter, les alts ils vont pump ». Non, ça n'arrive jamais. Les alts ils pump, deux possibilités. Le Bitcoin il consolide après un pump, et là les alts ils commencent à pump, puis en plus après le Bitcoin reprend sa hausse, et les alts suivent et ils pump encore plus. Ou soit, comme on a eu par exemple en 2018, fin 2017, début 2018, là, du coup, on va se mettre en délit. On a eu une première chute, là, du 17 décembre au 21 décembre. Pendant cette grosse chute, les altcoins, ils n'ont pas pump. Ils ont chuté comme le Bitcoin, voire même plus. Mais ensuite, on a eu un gros rebond. Vous voyez, jusqu'ici, jusqu'au 7 janvier. Et bien là, le 7 janvier, c'est-à-dire sur le top, donc pendant ce gros rebond, où on est passé quand même de 11 000, de 10 900 à 17 000 sur le Bitcoin, donc vous voyez bien que c'est une montée, c'est pas une chute, ben c'est là qu'on a eu l'alcool saison. C'est ici l'alcool saison. C'est de là à là. C'est pas de là à là, ni de là à là. Quand le Bitcoin chute comme ça ou comme ça, les altcoins, ils vont chuter forcément. Voilà. Donc ça, faut bien que ce soit clair dans vos têtes. Un autre exemple, plus récent. Quand on a fait le top aux 65 000 $, ensuite on a une chute jusqu'aux 47 000. Les altcoins, ils ont chuté beaucoup plus que le Bitcoin. Ils n'ont pas pumpé. Ils ont pumpé quand on a eu le gros rebond pour aller chercher les 60 000. Le Bitcoin, il a quand même eu un joli rebond de 47 000 à 60 000. C'est un joli rebond. Mais il n'a pas fait de plus haut. Par contre, les altcoins, eux, ils ont rebondi 2 fois plus fort. Et il y a des altcoins qui ont fait un plus haut. Ça veut dire les altcoins, eux, ils ne sont pas allés rechercher la zone de rechargement de short comme le Bitcoin. Ils ont pump et ils sont allés plus haut que le dernier sommet. Donc, on a eu une mini alcool saison. Mais encore une fois, c'était pas pendant une chute, c'était pendant un rebond. Donc, voilà pourquoi je vous dis, il y a deux possibilités quand on a une Bitcoin dominance qui chute.
soit on est en début de tendance haussière, on a une consolidation et pas une grosse chute, une consolidation. Une consolidation, c'est-à-dire ça peut baisser légèrement. Vous voyez, c'est une sorte de petit range. Là, on descend légèrement, on remonte, on descend. Voilà, ça consolide dans une petite zone. C'est pas une grosse chute comme ici ou une grosse chute comme ici. C'est une consolidation. Et bien là, pendant la consolidation, les altcoins ils commencent à pump, et puis après, à la reprise de la tendance haussière, les altcoins ils poursuivent leur pump, et même ils pumpent très très fort. Voilà, donc ça c'est la première possibilité. La deuxième, c'est qu'on a, après une sorte de top de marché, on a une chute, puis un gros rebond. Et bien là, pendant le rebond et non pendant la chute, on aura une altcoin saison. C'est les deux possibilités de pump des altcoins quand on a une Bitcoin dominance qui chute. Mais dans les deux cas, c'est le Bitcoin sera forcément bullish, même si c'est à court terme. Vous voyez que là, c'était à court terme, mais on a quand même eu un mouvement haussier. Voilà, vous n'aurez jamais un Bitcoin qui chute et des altcoins qui pump. Donc ça, c'est quand ça chute. Quand ça monte, alors on a vu que donc, quand ça chute, le marché il est forcément haussier. Sauf que les altcoins sont plus haussiers que le Bitcoin. Quand ça monte, malheureusement, c'est plus dur à déterminer. Parce que quand la Bitcoin dominance monte, il peut y avoir deux possibilités. Haussière ou baissière. Contrairement ici où c'est tout le temps haussier, là ça peut être haussier ou baissier. Je vais vous remontrer un exemple. Donc, c'est pas le bon graphique. Voilà. Ici, quand on a eu au mois de mars le bottom du marché, toute la première phase ici, jusqu'aux 20 000 $, le Bitcoin, il est parti, c'était haussier sur le Bitcoin, mais les altcoins, ils n'ont pas suivi. Ils stagnaient, ils montaient légèrement, ils prenaient 5%, le Bitcoin, il en prenait 15%. Voilà. Moi-même, je me suis fait un peu avoir, parce que moi, bien entendu, je savais que c'était les bottoms, donc moi, j'avais rechargé, j'avais pris un portefeuille très agressif, parce que je voulais devenir riche très rapidement, parce que je savais qu'on était en bull run, et donc j'avais beaucoup plus d'altcoins que de Bitcoin. J'avais genre 80% d'altcoins dans mon portefeuille à ce niveau-là. Et il s'est passé quoi de 10 000 à 20 000 $? Eh bien mon portefeuille, moi j'imaginais que avec un x2 du Bitcoin, mon portefeuille il ferait un x5. Eh bien non, il n'a même pas fait un x2, parce que j'étais 80% d'altcoins, et les altcoins ils ont pas pump, ils ont pump qu'ensuite. Donc ensuite, après mon portefeuille il a pump un truc de malade. Mais dans la première partie, eh bien, vu que j'étais sous-exposé en Bitcoin, eh bien, j'ai pas pu profiter du grandement de ce pump-là. Donc ça, c'est la première possibilité. Le Bitcoin, il pump et les altcoins, ils sont à la traîne. C'est un peu ce qu'on a depuis ici, les 40 000 $. Le Bitcoin, il pump, les altcoins sont à la traîne. Vous voyez, c'est ce mouvement-là, du début septembre jusque maintenant. Du début septembre jusque maintenant. Même début septembre, c'est là. Donc voilà, le Bitcoin, il part, et les altcoins, ils ont du mal à suivre. Voilà, donc ça, c'est la première possibilité. Donc c'est la possibilité bullish. C'est-à-dire qu'on a un début de tendance haussière, et pour l'instant, on semble être dans ce cas de figure. Le deuxième cas de figure, quand la Bitcoin dominance monte, eh ben, c'est quand il y a un gros crash, tout simplement. Quand il y a un gros crash, vous savez que le Bitcoin il va perdre de la valeur, les altcoins vont perdre 3 fois plus de valeur, donc ça va monter ici. Comme, vous voyez, toute cette période ici, c'est le bear market. C'est le dernier bear market qu'on a eu, de 2018, qui a duré 2 ans. Pendant tout le bear market, on a eu une Bitcoin dominance qui est passée des 39 et qui est montée jusqu'aux 72. Elle a fait plus que doubler. Voilà. Donc, je tiens quand même aussi à vous signaler que je vois beaucoup de gens, ils sont extrêmement bullish par rapport à cette figure, mais je tiens quand même à vous signaler que ce petit double bottom dans cette zone qui ressemble à peu près à un double bottom là, dans cette zone, la dernière fois qu'on a eu ça, c'était le début du bear market précédent. Ça veut dire, vous voyez, le bottom, c'était le 8 janvier. C'était le top, on va revenir ici, c'était ici là, comme je vous ai montré, le top des altcoins. Donc la fin du rebond du Bitcoin, et ensuite on a eu ça. Donc voilà, et ici, c'était début mai. Ça veut dire, c'était où? Eh bien, le rebond sur les altcoins, le top du Bitcoin après la première chute, encore une fois, donc la fin de la mini-all saison, et ensuite, on a eu ça. Et est-ce qu'après, on va avoir une continuité de la baisse? Eh bien, pour éviter ce scénario, il faudrait qu'on fasse pas la même chose que ça. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que la Bitcoin dominance continue à monter.
parce que la Bitcoin dominance, le Bitcoin il va pas continuer à monter tout seul pendant indéfiniment. Donc on pourrait continuer à monter un peu, pourquoi pas à ce niveau-là, vous voyez on a un niveau de résistance ici, ou même jusqu'ici, on a quand même un niveau important. Donc le Bitcoin pourrait continuer un petit peu à monter tout seul jusqu'à par exemple, je sais pas, 65, 70K, mais après il faudrait qu'il redescende parce qu'à un moment donné il faut que les alts pump. Mais si on a une Bitcoin dominance qui continue à monter toute seule, il se peut qu'on aille que ce soit une grosse chute et non pas un pump. Donc voilà, ça c'était pour vous rappeler un peu comment on analyse une Bitcoin dominance. Quand ça chute, c'est toujours bullish, il y a deux scénarios mais c'est toujours bullish. Par contre, quand ça monte, on peut être soit bullish comme apparemment on est en ce moment, mais comme je vous dis, là regardez, il est sur un point clé. Vous voyez? Et le Bitcoin est sur un point clé également, les 0,90. Donc si là on devait chuter à partir de maintenant, alors je vous montre le graphique, hein. Si là on devait, dans le scénario de la ABC en flat, je vous rappelle la ligne de la flat c'est la ligne rouge, la ligne des 0,90 c'est la ligne rouge, donc le moment parfait pour faire une flat. Si on devait être dans une flat, et que là le Bitcoin il faisait ça, la Bitcoin dominance elle ferait quoi? Eh bien elle continuerait, comme ici. Et là, du coup, ça confirmerait le scénario du bear market comme ici. Voilà, parce que là, on est vraiment dans la zone parfaite pour faire ce scénario. Non seulement sur le graphique, mais également sur la Bitcoin dominance. Après, si la Bitcoin dominance, on est rejeté par rapport à là, eh bien, ça voudra dire que le Bitcoin il va continuer à monter, mais que les altcoins ils vont pump encore plus fort. Si la Bitcoin dominance casse ici et continue à monter, et que le Bitcoin il continue également à monter et casse cette zone, bah là ça voudrait dire tout simplement qu'on continue la tendance haussière et que pendant un certain temps, comme je vous ai dit, jusqu'au 65-70K, les altcoins ils vont être encore un peu à la traîne et il faudra attendre un peu plus longtemps pour avoir une altcoin saison. Voilà, donc ça c'était pour mettre les choses au clair. Pendant que je suis sur le graphique, donc les scénarios bear qui restent, donc là on est parfait sur le point pour faire un scénario bear. C'est pour ça hier je vous ai fait une vidéo pour vous dire que c'était le point très important. Maintenant, vu que j'ai un peu simplifié le graphique, les derniers scénarios bear qu'on pourrait avoir, mais vraiment, c'est vraiment pas à privilégier, c'est ces deux points-là. Ça veut dire les 69 000 $, et les 72 000. Pourquoi? Parce que ça correspond au... Là, c'est les 0,90, là, c'est les 1,13, et là, c'est les 1,23,6. C'est là où on peut avoir une running flat. Ensuite, si on casse ça, c'est fini. Il n'y a plus de scénario bear. Mais voilà, on pourrait avoir une running flat. C'est quoi une running flat? C'est une flat, c'est une correction en flat tellement bullish qu'on va plus haut, que la vague corrective va plus haut que le sommet. Mais donc du coup, je vous ai dit, hein, c'est une correction extrêmement bullish. Ça veut dire en général, on va pas faire des plus bas, on va pas souvent faire un double bottom. Hein. Ça, c'est une cible potentielle, mais la cible la plus commune pour une flat en running flat, c'est les 0,618. Ça veut dire, hop, on prend le mouvement là. Ah non, excusez-moi, on prend le mouvement là, ça veut dire le bas jusqu'au haut. Allez, on va anticiper, admettons qu'on irait faire une flat au 1,23,6. Voilà, ça veut dire qu'on la cible principale, ce serait les ici. Ça veut dire que on rechuterait jusqu'ici, jusqu'au 46 000. Et ensuite, comme je vous ai dit, c'est une correction extrêmement bullish. Il faudrait s'attendre derrière à avoir un pump phénoménal. Parce que là, du coup, on aura viré tout le monde. Hein. Effectivement, si on monte jusqu'à 70 000 et qu'on redescend à 45 000, les gens vont s'attendre qu'on aille... voilà. Le Bitcoin est à zéro, le Bitcoin est mort, on est en bear market pendant 3 ans, c'est fini. Et en fait, ce sera... c'est pour ça que les running flats, c'est les corrections les plus piégeuses que vous pouvez trouver dans l'histoire des corrections. Parce qu'on va plus haut que le dernier sommet, donc pour les gens, la correction est finie. Et en fait, non. On recasse tout, on recasse, on va là. Là, les gens paniquent, disaient c'était un fake out, c'est fini, on va aller jusqu'en bas. Deuxième piège, on s'arrête au 0,618 et on repart to the moon. Donc on sort les gens en haut, on sort les gens en bas. C'est la correction la plus piégeuse qui puisse exister. Mais encore une fois, c'est pas à privilégier sur un gros time frame. Sur les petits time frames, ça arrive très souvent, mais sur les gros time frames, quand on casse... mais des petites lignes. Quand on casse un gros sommet sur les gros time frames, c'est le moment où les investisseurs y rentrent parce qu'ils se disent la correction elle est terminée.
Vous voyez, on casse le sommet là, on part. On casse le sommet là, on part. On va se mettre en weekly. On casse ce sommet là, on part. Et vous voyez, on va même plus rechercher, hein, il n'y a pas de pullback, hein, il ne vous laisse pas la chance de rentrer. Hein. Une fois qu'on casse un sommet, on part. Hein, on ne vous laisse pas 3 ans pour prendre vos achats. Hein. Ça part et ça part sans vous. Hein. Là, on casse, on part et on revient pas retracer. Hein. Là, on casse, on part et on revient jamais faire pullback. Vous voyez, on part direct à la hausse. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Quand on casse un sommet, voilà, on part. Et on part sans vous, on ne vient pas retester ce niveau pour vous laisser le temps de faire vos achats sur le joli pullback. Voilà, donc c'est tout le temps comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, sur un gros time frame, il y a très peu de chances pour qu'on fasse une running flat. Mais si on casse le sommet, donc je vous ai dit pour moi le sommet, c'est même pas les 65 000 $, c'est le niveau des clôtures, c'est le niveau où on est là, les 0,90. Donc si on commence à avoir des clôtures weekly au-dessus de ce niveau, on va partir et on ne reviendra pas tester ce niveau théoriquement. On va partir to the moon. Voilà. Ensuite, Bitcoin court terme. Alors, Bitcoin court terme, qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui, on avait, que j'ai partagé sur Twitter, un petit, une falling wedge, ou un petit canal, un bull flag, comme vous voulez, vous le prenez comme vous voulez. Donc, on a fait la même chose qu'hier. Hier, rappelez-vous, on avait également ce même genre de figure. Alors, on a cassé à la hausse, donc il y avait un trade intéressant à prendre. Donc j'avais partagé, ça se trouve certains ont même tenté le trade ici. Et c'était tout à fait pertinent. On a bien eu un gros pump. On est passé de 62 000 à 63 300. On a pris plus de 1000 $. Mais à partir de là, grosse rechute. On est venu sortir tous ceux qui étaient rentrés ici. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait sur cette mèche-là? On est venu sortir tous ceux qui étaient rentrés en short ici ou ici. Vous voyez, la mèche là, elle va plus haut que cette mèche là, plus haut que cette mèche là. Donc, on sort tous les shorts. De là, il y en a qui sont rentrés ici, à la cassure de cette petite figure. Eh bien, on vient les sortir. Parce que quand on rentre ici, on met un stop un petit peu en dessous pour les plus agressifs, ou même en dessous carrément de la figure pour les plus défensifs. Eh bien, on est venu en dessous des deux. On a sorti tous ceux qui sont rentrés en longue ici. Et on est revenu chercher quoi? Encore une fois, la trendline, hein, que je vous avais partagé depuis plusieurs jours, la trendline qu'on avait venu il y a quelques jours chercher ici, qu'on est venu chercher hier, il me semble bien, et on est revenu encore une fois chercher la trendline avec une petite mèche parce que c'est des mouvements violents, mais encore une fois, c'est un niveau très pertinent d'achat. Moi, j'ai pas pris l'achat, tout simplement parce que moi, j'ai pris mon trade ici, hein, j'ai toujours mon trade ouvert que j'ai pris sur KuCoin à 59 400 $. Donc voilà, je n'ai pas besoin de reprendre un nouveau trade. J'ai mon trade, je suis bien placé. Surtout qu'en ce moment, c'est très volatile. Donc voilà, je préfère garder un trade sûr et pas ne m'embêter avec des trades où on pourrait très bien refaire un mouvement violent et chasser les stops. Donc voilà, moi j'ai mon trade là. Je ne suis pas rentré sur ces niveaux, mais c'était un niveau pertinent pour entrer en trade. Voilà, et du coup, on a viré tous les shorts, on a viré tous les longs. Et bien maintenant, on peut repartir tranquillement à la hausse. Et peut-être qu'on va continuer la hausse. Ça, à surveiller. En tout cas, en 1 heure, comme vous pouvez le voir, on a cassé la trendline baissière. Donc cette fois, on a validé. Hein. Donc théoriquement, y a des chances pour qu'on continue à monter. On peut aller jeter un œil aux 4 heures, voir ce que ça donne. Aux 4 heures, est-ce qu'on avait une trendline baissière? Hop. Ok, donc prudence, parce que le 1 heure c'est bien, mais le 4 heures c'est mieux. Donc on n'a pas encore cassé la trendline baissière sur le 4 heures. Vous voyez, donc c'est pas encore certifié qu'on va continuer à monter. Si maintenant effectivement on casse la trendline baissière en 4 heures, eh bien il faudra s'attendre à continuer la hausse sur du court terme. Au niveau des indicateurs, est-ce qu'on est passé bullish? Non. Alors là oui, on est bullish. Hein. On a fait une sorte de petit W sur la zone de survente. Donc voilà, là on est bullish, mais on n'a pas encore confirmé en 4 heures. Vous voyez, on est sur le point. On est sur le point avec un joli W avec un plus haut. Donc c'est parfait. Donc si on valide le RSI, la cassure du RSI en 4 heures plus le MACD, effectivement là on pourrait avoir une nouvelle jambe haussière. Voilà, donc ça c'est pour le court terme. Maintenant, passons au graphique du jour. Comme je vous avais promis, je vais vous montrer un graphique dont personne ne parle. C'est tout simplement le graphique que vous avez l'habitude de voir, le graphique très simple, en amélioré. Voilà, pour vous montrer une zone qui est extrêmement importante en cas de continuité de la hausse.
Donc, je vous rappelle, ce graphique à la base, c'est le canal. Un canal très simple qu'on a depuis les débuts de la chaîne, hein, donc depuis le mois d'avril, mais qui est extrêmement pertinent et qui nous a servi encore et encore. À chaque fois qu'on a atteint le haut et qu'on a rechuté, on est parti chercher la médiane du canal. Si on rebondit, on va rechercher le haut du canal. Et si on casse, on va rechercher le bas du canal. Tout simplement. Donc à chaque fois, ça nous donne des bons points d'entrée pour prendre les profits, pour entrer ou pour sortir. Une fois qu'on l'a cassé, eh bien, il a joué résistance. Il a joué résistance. Une fois qu'on l'a recassé à la hausse, on revient chercher le haut de la trendline. Ça passe pas, on fait un petit fake out, on revient chercher le bas du canal. Et ensuite, une fois qu'on réintègre le canal, on revient chercher d'abord la médiane. Et une fois qu'on casse la médiane, on revient chercher le haut du canal. Il n'y a pas plus simple que ça. Maintenant, on est en train de casser ce canal. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant qu'on est en train de casser? Alors, soit on est en train de faire un fake out, parce que vu que c'est un canal assez long terme qui dure depuis plusieurs mois, là, on est dans des cassures daily. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une cassure weekly. Comme vous voyez, on a cassé très légèrement au-dessus la semaine dernière. C'est pas une validation. Je vous ai dit ça, c'est pas une validation. Si on aurait cassé très franchement, oui, mais là, c'est pas suffisant. Donc maintenant, c'est cette semaine qui va confirmer qu'on casse le canal. Si cette semaine, ça confirme, ça confirmera en même temps qu'on casse les 0,90 et toutes les zones, les niveaux que je vous ai donnés hier, pour ça que je vous ai dit que ce niveau-là est très important, environ les 60-61 000 $, eh bien, on aura comme objectif du canal, alors on met la hauteur ici, qu'on reporte à la hausse, c'est la flèche bleue. Vous voyez, c'est la flèche que j'ai prise là, et que j'ai reportée là. Voilà, donc ça nous donne une cible. Cette cible se cumule à la trendline ici, qui prend en compte les deux derniers sommets. Ça veut dire les 20 000 $ fin 2017 et les 65 000 $ au mois d'avril. On met une trendline et regardez, ça apparaît pile poil au même niveau que la target du canal. Mais c'est pas tout. On a également la box. La box orange, c'est quoi? C'est tout simplement la projection Fibonacci des vagues. Parce que vous savez, si là, on est bien dans une tendance haussière, on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3. Du coup, on peut calculer les targets de la vague 3 grâce à une prolongation de Fibonacci. On met tout simplement le bottom du bas de la vague, le haut de la vague 1, le bas de la vague 2, et ça nous donne les targets de la 3, qui sont les... Alors, on va zoomer. On va essayer. Les 1,23,6, vous voyez, c'est le bas du canal. Les 1,61,8 qui sont la target principale et les 261,8. Vous voyez, donc le carré avec une ligne orange. La ligne orange, c'est la target principale. On va s'enlever ça. Et encore une fois, la ligne orange, elle est où? Pile poil sur la flèche bleue et la trendline haussière très long terme. Très long terme, parce que du coup, la base est fin 2017, début 2018. Donc, je pense que ce niveau-là sera extrêmement pertinent et il faudra être extrêmement prudent. Ce niveau-là, il se trouve où? Il se trouve aux 78 000 $. Et rappelez-vous hier ce que je vous ai dit, que ça allait être un niveau très pertinent. Et bien, une fois encore, avec un graphique extrêmement simple, on voit qu'on a une triple target, hein, la target de cette... Et en même temps, vous voyez, hein, ça nous fait une grosse falling wedge. Donc une falling wedge, en général, c'est quelque chose de baissier. Donc, bien entendu, tant qu'on ne casse pas la trendline baissière, la trendline haussière qu'on a ici, tout va bien. Mais on pourrait aller ici, refaire une correction, pourquoi pas aller rechercher de nouveau les 58 000, 60 000 avant de casser à la hausse. Ou alors, tout simplement, avoir une légère correction, revenir chercher, pourquoi pas, le haut du canal ou un peu plus bas, et ensuite casser à la hausse. Mais je m'attends à une forte réaction ici, aux alentours des 78 000 $. Il y aura forcément une réaction. Hein. Target du canal, Fibo 1,61,8, donc le plus important, la target de la vague 3, et cette grande trendline haussière, c'est impossible qu'on n'ait pas une réaction ici. Donc comme vous avez dit hier, 78 000, 80 000, 75 80 000 $, c'est là où il faudra prendre des profits parce qu'on risque d'avoir une réaction. Je ne pense pas que ce soit la fin du bull run,
Malgré que c'est une possibilité, c'est pas la possibilité pour moi, c'est pas mes targets principales, mais c'est la target minimale. Voilà. Donc il y aura quand même peut-être des petits profits à prendre. Ensuite, je vous remonte en quoi cette cible est pertinente. Voilà, rappelez-vous la courbe logarithmique. Hein. Donc les bottoms, c'est sur la ligne jaune. Les tops, c'est sur la ligne jaune du haut. La médiane qu'on est en train de casser là, en général, ça nous dit que quand on casse la médiane, on va aller rechercher en haut. Mais entre-temps, on a cette petite ligne rouge, vous voyez, qui a quand même son importance. Et encore, on ne le voit pas très bien parce qu'on n'a pas assez d'historique, mais bref. Et elle se situe où? Elle se situe actuellement au niveau des... Ah, elle est un peu plus haute. Elle est au 87 000 $. Elle est un peu plus haute, donc bon, bah pourquoi pas. Elle est un peu plus haute, donc on pourrait même aller jusque là. Donc voilà. Mais est-ce qu'on a autre chose? Alors, il me semble qu'on avait autre chose. Alors là, par contre, c'est sur l'autre graphique. Il me semble que c'est celui-là. Et on va s'enlever ça du coup. On va nettoyer un peu. Voilà. On a la trendline baissière en prenant le sommet. Bah non, du coup, c'est la même que je vous ai montré sur le graphique. Donc, c'est pas si... C'est pas si pertinent que ça. Effectivement, elle est aux 80 000 $, mais c'est la même. Donc voilà, ouais, en fait, c'était la même qu'on avait. Donc c'était bien, c'est la même qu'on avait sur le graphique précédent. Hein. Elle est d'une couleur différente, mais c'est la même. Donc voilà. Donc non, il n'y a pas plus de données ici, du moins sur le graphique simple. Donc on va retourner sur notre graphique simple. Voilà. Donc bref, quoi qu'il en soit, vous avez vu qu'ici, c'est une zone très importante. Il faudra faire extrêmement attention. Voilà, donc les targets, je vous rappelle, de cette vague 3, c'est la première, 69 000 $. La deuxième, la target la plus importante, là où il faudra faire vraiment attention, c'est les 78 000 $. Et enfin, si vraiment on devait casser cette target, mais comme je vous ai dit, je pense que même si on devait la casser, on aurait une réaction avant, eh bien la target, c'est 100 000 $. Voilà. Mais moi, je pense qu'ici, on marquera une fin de vague 3, on aura une correction, et ensuite, on aura notre vague 5 pour aller rechercher les targets plus hautes qui se trouvent ici. Ça, c'est les targets de la dernière jambe haussière qui se trouvent entre les 100 000 et les 180 000 $, avec pour target principal environ les 130 000 $. Voilà, du coup, on va jeter pour finir un œil... On va jeter un œil au plan Elliott Wave. Je vous rappelle donc du coup, comme on l'a vu précédemment, on est dans une vague 1, 2. Là, on recherche une 3. Et la 3, la target, comme je vous ai dit, ma target principale, c'est les 78 000 $. Donc la ligne bleue là, hein, par rapport à la projection de celle-là. Mais on pourrait aller plus haut. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a tout le rectangle bleu. Hein. Il y a le bas, la target principale et le haut. Voilà, ça c'est la target de ma vague 3. C'est-à-dire ma vague 3 pourrait monter jusqu'ici. Voilà, mais pour l'instant, je la mets là. Voilà, donc si on devait aller là, ensuite on aurait une correction de 4 qui irait chercher cette zone-là. Donc, bien voilà les niveaux à peu près où on est maintenant, 64 000, enfin ça commence même un peu plus haut, 65 000 jusqu'aux 63 000. Donc en gros, ça correspondrait à un pullback sur le dernier sommet, bien que ça ne me plaise pas. Parce que comme vous l'avez vu, je vous ai montré tout à l'heure, on a rarement un pullback. Quand on casse un sommet, en général, on part directement à la hausse. Et on a rarement la chance d'avoir un pullback sur le sommet. Donc finalement, ici, ça collerait mieux. Ça collerait mieux pourquoi? Parce que du coup, on aurait une 4 qui irait par là, ou même par là. Et du coup, voilà. Là, du coup, au 78 000, ce sera peut-être une sous-vague. Mais parce que, effectivement, avoir un stop au 78 000 et redescendre jusqu'ici, ça me paraît quand même trop beau d'avoir un pullback pile sur les 65 000. Mais c'est possible. Alors après, je vais remettre quand même mon Fibo pour voir qu'est-ce que j'avais mis comme retracement. Et ouais, il est pas très bien situé. Voilà, mon Fibo déjà, il est mal placé. Alors, je sais pas pourquoi je l'avais mal placé. Voilà, donc je vous rappelle la cible d'une vague 4, c'est les 0,236 et les 0,382. Donc maintenant qu'il est bien placé, on va relire. Et
68 000 et 62 000 $. Donc voilà, moi à la rigueur, ça me va. Si on va juste, on fait une petite 4, mais théoriquement on est censé avoir une grande 4, c'est ça qui m'embête. Mais avec une petite 4, là je suis d'accord. Du coup on va rechercher les 78 000 $. On redescend aux 68 000, ça veut dire on va pas rechercher ici pour faire un pullback et donner l'occasion à tout le monde de rentrer sur le marché. Et on part direct à la hausse. C'est pas quelque chose à privilégier, une petite vague 4, parce que théoriquement, vous voyez, on a une petite vague 2. Je vais vérifier quand même. Mais il me semble qu'on a eu une petite vague 2. Ah, on a été rechercher les 0,5. On n'a pas été rechercher les 0,618. Donc normalement, on est censé aller rechercher au moins les 38,2. Hein. Donc effectivement, il se pourrait que la vague 4, est plus haut. Et que là, on est peut-être une sous-vague de quelque chose. Voilà. Mais en gros, vous avez les targets de la vague 3 qui sont comprises entre les 69 000 et les 100 000 $. Voilà. Et ensuite, bien entendu, on aura une vague 4 et une vague 5. Et les targets de la vague 5, pour le moment, calculés avec les plus grosses vagues, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, entre les 100 000 et les 190 000 $ avec une target principale au environ des 130 000. Ça, c'est pour les targets raisonnables. Et si on devait aller plus haut, on a les autres targets, c'est-à-dire les 368 et les 423,6 qui se trouvent entre les 250 et les 300 000 $. Je vous rappelle, pour tous ceux qui ne comprennent rien aux vagues d'Elliott, il y a un tuto extrêmement simple ici, tuto vague d'Elliott, et vous serez capable de comprendre toutes les analyses sur les vagues d'Elliott et même commencer à décompter vos propres vagues. Voilà. Ensuite, une fois qu'on aura trouvé le bac 4, eh bien, on pourra calculer. Là, on a une target qui est faite avec les plus grandes vagues, hein, ça veut dire avec les vagues, je vous rappelle, blanches. Alors, on va se mettre en weekly pour que vous voyez le plus grand schéma. On va s'enlever le RSI. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4 et 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai calculé les targets principales, tous ces targets-là en rouge, grâce à la vague 3 et 4. Vous voyez, on fait une prolongation pour calculer la vague 5. Mais ensuite, quand on voudra être plus précis, on pourra les calculer, comme je l'ai fait maintenant avec les targets de la vague 3. Avec, une fois qu'on aura la vague 4, on pourra calculer la vague 5 grâce à ça et ça. Et ça nous donnera des targets plus précises. Ça nous donnera même des concordances de target entre la petite vague bleue et la grosse vague. Donc quand ça arrivera, et qu'on pourra calculer précisément, ça nous donnera un autre carré bleu, qui sera la target de la vague 5, et ça nous donnera une concordance avec les plus grands carrés. Et ce sera sûrement la zone, la plus pertinente, parce qu'en même temps, ce sera les targets des grosses vagues. Et donc, je pourrais même vous mettre un encadrement blanc pour vous montrer que c'est les targets de la vague blanche. Et en même temps, ce sera les targets de la vague blanche et en même temps la target de la plus petite vague bleue. Donc, ça nous donnera vraiment un niveau extrêmement pertinent pour la fin du bull run. Voilà. Mais pour ça, on attendra la fin de la vague 3 et surtout la vague 4 corrective. Parce qu'avant ça, ça sera que de la spéculation. Je pourrais spéculer, mais je préfère attendre qu'on ait les vagues pour avoir vraiment les targets précises. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là. Je vous dis à demain. N'hésitez pas en commentaire de me donner des altcoins si vous voulez que j'analyse des altcoins. Comme ça, de partir demain, je recommencerai peut-être à analyser de 1, 2, 3 altcoins par vidéo. Petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!